Bonjour. À votre avis, l'Algérie est-elle un pays développé, sous-développé, en voie de développement, ou la classeriez-vous? À mon avis, et cela reste mon avis personnel, l'Algérie était bien plus développée dans les années 60 et même 70 que maintenant, bien plus développée. Pourtant, vont me rétorquer beaucoup de gens, nous sommes infiniment plus riches aujourd'hui. Nous croulons sous les produits importés, les voitures, les nouveaux logements, l'argent qui coule à flot. Oui, mais il faut bien scruter la réalité, la scanner, la dévoiler comme elle est réellement, derrière ces façades en trompe-l'œil, sous le vernis doré. Parce que le sous-développement, celui qui fait regresser les peuples, parfois jusqu'à faire exploser leurs nations respectives, jusqu'à les effacer de l'histoire, ce sous-développement est toujours civique, culturel. Je m'explique. Le véritable sous-développement n'est pas seulement économique. Le développement économique, en fait, est une résultante de l'organisation sociale, de l'élan collectif, des fondements sociétaux, des valeurs, du niveau intellectuel et culturel, de l'harmonie sociétale et civique de la nation en question. On peut être un pays très riche, comme le nôtre par exemple, et être très sous-développé. Comme on peut être un pays potentiellement très pauvre et être hyper développé. L'exemple du Japon est très significatif à cet égard. Ce pays est fait d'îles très étroites, surpeuplées, frappées fréquemment de très forts séismes, sans richesse naturelle, même pas suffisamment de terres arables pour y faire pousser ses patates. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 2 de ces villes, Hiroshima et Nagasaki, ont été rasées par 2 bombes atomiques. Le reste du pays était pratiquement réduit en ruines. 3 millions de morts et plusieurs millions de blessés, des centaines de milliers de personnes irradiées, une économie totalement éradiquée. En moins de 50 ans, et je précise ce chiffre parce que la plupart des apparatchiks de chez nous, comme vous leur dites, ils vous disent « qu'est-ce que 50 ans dans l'histoire des nations ?» Or, pour le Japon, en moins de 50 ans, les Japonais ont reconstruit leur pays pierre par pierre. Non pas à l'identique, mais infiniment mieux qu'il n'était avant la guerre. Ils en ont fait une puissance économique parmi les plus remarquables du monde, allant jusqu'à faire de l'ombre aux Américains. Même cas pour l'Allemagne. Après la guerre, le pays n'était plus que ruine. Même le vieux patrimoine architectural du Moyen-Âge avait été rasé. 8 millions de morts. Le pays avait été brutalement divisé en 2 par un mur de béton. Moins de 50 ans plus tard, l'Allemagne a été reconstruite pierre par pierre jusqu'aux cathédrales du Moyen-Âge qui avaient été détruites. L'Allemagne de l'Est, avec ses 20 millions d'habitants au plus, a été relevée de l'ornière économique où elle avait été plongée. Aujourd'hui, l'Allemagne est une puissance économique mondiale, la locomotive de l'Union européenne, très loin devant ses autres partenaires. Alors, non seulement les économies de ces 2 pays sont hyper performantes,
Mais leurs universités, leur système de recherche, leur système éducatif, leur système de santé, leurs industries innovantes sont parmi les plus performants au monde. Alors, pourquoi ces deux pays ont-ils pu se propulser à la tête des pays les plus développés, alors qu'ils avaient été ramenés tous deux à -0, alors que d'autres ne parviennent pas à sortir j'allais dire, du caniveau où ils se sont plongés eux-mêmes? À mon avis, c'est parce que ces deux pays ont réussi à ne pas perdre le capital le plus précieux, le seul qui soit vraiment irremplaçable. C'est leur potentiel civique. La capacité de leurs citoyens ou de leurs sujets de savoir vivre en société, de respecter les règles les plus essentielles d'une société harmonieuse, fondée sur le respect du bien public, sur l'intérêt public, sur l'acceptation de chacun, y compris les marginaux, de ne pas outrepasser les règles non dites de cohabitation sociale. Quelques exemples. Au Japon, quand une personne est grippée, elle porte, sans qu'on le lui demande, elle porte un masque pour ne pas contaminer les autres. Dans les deux pays, l'Allemagne et le Japon, même dans les périodes économiques les plus noires, les automobilistes s'arrêtent quand les gens empruntent les passages piétons pour traverser la rue. Ils ne jettent pas leurs ordures depuis leurs fenêtres, ne s'emmurent pas avec des baraudages, ne font pas de tapage nocturne dans leur logement en dehors des aires légales. Quand ils font une chaîne quelconque pour acheter du pain ou prendre le bus, ils ne passent pas devant les autres parce qu'ils sont plus musclés ou qu'ils sont des militaires ou de petits responsables. Ils ne crachent pas par terre, ne jettent pas leurs bouteilles de bière sur le bas côté de la route en roulant. Jamais ils ne se permettent de construire leur bidonvilla sur un terrain public, sans autorisation, sans se plier aux conditions administratives et urbanistiques. Ils n'empiètent pas sur le trottoir jusqu'à le prendre totalement, jusqu'à faire du poteau électrique qui s'y trouvait un membre de la famille. Mais il n'y a pas que ça. Il est impossible que dans ces deux pays, des incompétents soient désignés à des postes de responsabilité, que des élections soient truquées, que des citoyens versent la chippa pour avoir un acte de naissance, que des universitaires se livrent impunément et même systématiquement à du plagiat, que des étudiants et surtout des étudiantes soient notés en fonction des critères qui n'ont rien à voir avec leur mérite intrinsèque. Dans ces deux pays, les handicapés sont la prunelle des yeux de la société. Tout est fait pour les aider, leur faciliter la vie, leur permettre d'être des citoyens à part entière. Dans ces deux pays, personne, quel que soit son rang ou sa puissance, ne peut s'accaparer le bien public. Le juge, le maire, le grand serviteur de l'État doivent justifier la provenance des fortunes qu'ils étalent en plein jour. Les ministres ne construisent pas impunément des immeubles entiers en violant les droits des gens et ceux du domaine public. C'est cela et bien d'autres choses qui font d'une société qu'elle puisse se développer et permettre à ses membres de vivre dans l'harmonie et la justice. Il serait fastidieux de faire la comparaison avec ce qui se passe dans notre pays. Mais c'est de cela qu'il faut s'imprégner pour comprendre pourquoi, malgré les centaines de milliards de dollars qui sont dilapidés allègrement, nous restons dans le dernier wagon du train planétaire. Pourtant, et peu de gens le savent, sauf ceux qui ont mon âge ou plus, l'Algérie n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme elle est aujourd'hui dans les premières années qui ont suivi l'indépendance. Nous étions un peuple pauvre, opprimé politiquement, mais nous étions tellement civilisés, civiques, pétris de valeurs, heureux de vivre, sobres, respectueux des aînés, des femmes, du bien commun. Nos villes étaient propres. Personne ne pouvait ériger de construction hiérarchique. Le trottoir était un domaine public inviolable. Les rues n'appartenaient pas à des gens qui vous faisaient payer quand vous vous y gariez. Personne ne pouvait laisser sa maison semi-construite, faite de béton gris et de briques rouges, hérissées de tiges de fer. On ne vendait pas du pain sur le trottoir. Il y avait des boîtes à lettres partout. Les facteurs livraient le courrier ou les colis de façon régulière. Les instituteurs étaient honorés et compétents. Les mosquées, pourtant rares à l'époque,
était fréquentée par des fidèles discrets et débonnaires. Il n'y avait pas de prédicateurs qui vociféraient la haine, l'index pointé contre les unes et les autres. Les villes vibraient de vie et de joie. Les théâtres et les salles de cinéma étaient archi-combles, fréquentés par des femmes et des hommes dont le respect et la considération. Les plages étaient propres et les femmes qui y allaient s'habiller comme elles le souhaitaient, les unes en maillot de bain, les autres en gardant leur robe, mais personne ne se permettait des remarques sur leurs attitudes vestimentaires réciproques. Des gens, à l'université en formait des universitaires. Les hôpitaux prodiguaient des soins corrects. Les médecins et le personnel paramédical qui y officiaient étaient des professionnels. On ne vous demandait pas de ramener votre fil chirurgical ou votre sérum. Il n'y avait pas besoin d'avoir du piston pour bénéficier d'un traitement antidouleur. Il était inimaginable d'éteindre du linge sur son balcon ou de sortir ses ordures ménagères dans la journée. Nous avions des jardins publics, des bibliothèques municipales. Nous réalisions de très bons films avec des cinéastes et des artistes lumineux, des gens de talent. C'était bien la preuve que ce n'est pas l'argent qui fait le développement, puisque l'Algérie était comme ça quand elle était pauvre, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui malheureusement. Ça peut même être le contraire, hein, l'argent, comme c'est justement le cas chez nous. Peut-être même que si cette manne ne nous était pas tombée dans le giron, nous serions peut-être comme nos voisins marocains et tunisiens, où les grands équilibres sociétaux n'ont pas été dévastés. Avant de vous présenter les journaux du jour et de recevoir nos invités, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous lançons très prochainement, mon collègue Adel Azizi et moi, une nouvelle émission Tagfat Bag, où nous allons précisément parler de ce problème d'incivisme, entre autres sujets. L'émission se fera en darja, mais en darja véritable, ce beau parler de chez nous, comme on peut encore l'entendre dans nos qsidat de Chabi et de Shi'r Melhoun. Tagfat Bag, parce que nous allons dire nos vérités en face. Il ne suffit pas de critiquer le régime et d'oublier sa propre responsabilité dans sa propre tragédie. Mais ce sera à vous de nous aider à faire cette émission, par les documents, les photos, les vidéos que vous allez nous envoyer. Aujourd'hui, la tribune, Algérie, les villes face à l'incivisme des citoyens et à l'absence des autorités. Sétif Info. L'incivisme des conducteurs de Sétif rend la circulation de plus en plus difficile. Liberté. Anarchie, incivisme, violence, au rang, sombre dans l'anonymat. Avec nous aujourd'hui, deux personnalités très proches des Algériens qu'il est inutile de présenter, Belkacem Babassi, historien, et Omar Batrouni, ancienne vedette de l'équipe nationale de football. Omar Batrouni, merci d'être avec nous. Alors, on nous dit que nous allons la voir bientôt. J'ai invité exprès Omar Babassi, qui est un historien qui connaît bien l'Algérie de cette époque. Il en a lui-même fait des chroniques, je crois, à la radio. Et Omar Batrouni, qui est une figure de cette Algérie dont je vous parlais un instant, de ces belles années. Omar Batrouni, qui était une vedette très aimée des Algériens. Et donc, nous allons le recevoir maintenant. Omar, merci d'être avec nous. Allô? Allô, Omar Batrouni, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô? Oui. Omar, je vous écoute, Omar. Est-ce que vous m'entendez? Omar Batrouni? Oui, Massa al-Khair. Massa al-Nour, merci de nous avoir rejoints, Omar. Oui, je m'excuse parce que j'étais en conférence avec les étudiants. Ah, d'accord. À l'université. Ah, très bien. Omar, voilà. C'est dommage, vous avez donc raté mon introduction, mon petit éditorial. Je parlais du civisme, de ce qu'était l'Algérie dans les années, quand on était jeunes, vous et moi, on a à peu près le même âge.
À l'époque, vous étiez notre vedette à tous, on vous admirait. Alors, j'aimerais bien, Omar, que vous nous parliez un peu de cette Algérie, de ces années de lait et de miel. Ah oui. Alors, c'est à partir de 62. Bon, moi, j'avais 62, j'avais 12 ans. Hein. Allô? Écoute, je vous écoute, Omar, on vous entend, Omar, on vous écoute. Écoutez, moi j'avais 12 ans. Oui. Hein, les gens étaient, la jeunesse était respectueuse vis-à-vis des gens qui ont fait l'Algérie, qu'ils ont fait l'Algérie, que ce soit femme ou homme ou il y avait un respect mutuel. Il y avait les gens étaient propres. Pourtant à l'époque, vous savez qu'on a c'était les voisins, il y avait une solidarité extraordinaire entre les voisins. Oui. Vous rappelez, Omar, étaient éduqués. Omar, vous vous rappelez dans les maisons collectives où on habitait, les Algériens, quand les hommes arrivaient, ils disaient Tariq. Non, ماشي يقول له طريق، يقول له يسأل والله يسأل اكزاكتو فوالا يسأل يدخلوا تحت ليزار ويدخلوا يتخباو النساء يدخلوا يتخباو سيتي ان ريسبي كانت الحرمة اكزاكتومون سمعت كانت الحرمة زمان كانت الحرمة يافي لو ريسبي يافي مكاش. Et bon, je vous parle aussi de la générosité qu'il y avait. Il y avait pas كما يقول لك واحد يطيب شويه كسره ولا شويه تشمريحه ولا يسبارطاجي on se partageait les repas, on se فهمت واحد يدير فيها السردين يشهي enfin tout un tas de trucs, il y avait tout, il y avait الحق, il y avait quelque chose d'extraordinaire في les années 62 حتى les années 78 79 واش نقول لك par exemple في البus quand il y avait un vieux ou une vieille واقفه ينوضوا يخليوها يقعدوها ولا يقعدوا هذاك الشيخ كانت الكوفه فكي طلع من القضيان الشيخ ولا عجوزه يعاونوهم يرفدوا الكوفه يوصلها له حتى للباب وهي ببري كيما نقول لك يا بين بروبريتي اكستراوردينير. Et justement, Omar, Omar. ما كانش يزيد الدنيا ولا غد. مي كي تدخل الكوزينه تاع الاخر سيتي تشوف روحك كامل. Omar, justement à propos de propreté. À l'époque, il n'y avait pas de sachets poubelles. On avait tous nos bidons d'ordures, si vous vous rappelez. C'est à peu près les mêmes. On avait nos bidons d'ordures. Oui. On les bidons d'ordures. À quelle heure? La nuit. La nuit. Et à quelle heure ils devaient faire rentrer avant le matin? Oui, la nuit. Oui. Et est-ce que... descendait la pluie الصباح كي نوضوا نطلعوا البيات نتاعنا ولا وليدك يروح ولا احنا نطلعوهم الدراري avant de partir à l'école نطلعوهم للدار. Et est-ce qu'il y avait... Est-ce que à l'époque... Aujourd'hui, on jette les ordures avec les sachets من الفوق من 4e 6e étage من تحت. Omar, pour rappeler aux gens qui n'ont pas connu cette Algérie de notre jeunesse et de notre enfance, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez vu une seule fois des ordures dans la rue avant? Ah, jamais, c'était interdit. Ouais. Ah ouais, c'était interdit. C'était interdit avant. Et dans les immeubles où habitaient les gens qui habitaient dans les immeubles, est-ce que les gens pouvaient étendre leur linge? Quand on descendait, il y avait des escaliers qui étaient déjà propres. Oui. L'ascenseur, il y avait l'ascenseur. Les boîtes aux lettres? Il n'y avait pas, il y a cassette d'ailleurs. Omar, est-ce qu'il y avait des boîtes aux lettres avant en Algérie, dans les immeubles? Bien sûr, il y avait des boîtes aux lettres. Il y avait des boîtes aux lettres en truc, on voit, comment on appelle ça le bois avec... contreplaqué. Le bois avec... Comment on appelait le bois, Yarbé? Le bois avec qui brillait.
Formica, Formica, ou je sais pas. Le bois qui brille. Oui, oui, oui. Il y avait des boîtes aux lettres qui brillaient, le bois il brillait. Il y avait les noms, il n'y avait pas. Aujourd'hui, dans un IBAN, c'est beau comme les boîtes aux lettres. Non, c'est plus les années de. Attendez, Omar, attendez, je vais vous rappeler d'autres choses. Dans les immeubles, moi je vous parle de Batna, moi je suis de Batna. Alors je me rappelle d'une chose, à l'époque, il y avait 3 immeubles au centre-ville dans les allées Ben Boulaïd. Ça s'appelait la CIA, Compagnie Immobilière Algérienne. Alors, à 7 h du matin, le concierge passait, et quand il voyait que quelqu'un n'avait pas enlevé son linge, parce qu'on n'avait pas le droit d'étendre le linge dans la journée. Quand il voyait qu'il y avait du linge, il donnait un coup de sifflet. Il passait. Mais à 8 h, Ammi Lahsen passait et il ramenait son carnet d'amende. Et il nous mettait. Oui, c'est vrai. Et les gens payaient l'amende de 20 dinars parce qu'il a laissé un pull dans le balcon étendu. Vous imaginez à quel point la différence avec l'Algérie d'aujourd'hui? Ah ouais, il y a une très grande différence. Non, il y a des mentalités qui ont changé. Comment dirais-je, il y a le gaspillage, l'éducation, il y a tout un phénomène qui s'est produit depuis les années 80 l'année. Mais Omar, je voudrais vous poser une question justement pour que vous éclairiez les gens qui n'ont pas connu cette période, pour qu'ils sachent un peu. À cette époque, vous nous parliez maintenant de l'hurma qu'il y avait. Oui, le respect, oui. Mais malgré l'hurma, est-ce que les théâtres n'étaient pas pleins d'hommes et de femmes? Est-ce que les salles de cinéma n'étaient pas pleines d'hommes et de femmes? Déjà, il y avait les théâtres qui étaient pleins. Les spectacles, les cinémas, il y avait les cinémas, il y avait tout. Et les femmes y allaient en haïk, je me rappelle. Moi, je me rappelle les années 67, 68. Je rentrais dans le cinéma, on regardait les films. C'était agréable. Omar, quand par exemple Haj Mohamed Al-Anqa donnait un concert, dans la salle, est-ce qu'il n'y avait que des hommes? Il n'y avait que des hommes? Oui. Est-ce qu'il n'y avait que des hommes ou est-ce qu'il y avait des hommes et des femmes? Non, à l'époque, quand il donnait un concert, il y avait des femmes et des hommes. Voilà, exactement. Il y avait des femmes et des hommes, il y avait des grandes personnes, il y a ça. Autre chose à Omar pour rappeler un peu l'ambiance de cette époque. À la plage, les gens quand ils allaient à la plage avant, il y avait le hurma, mais les femmes qui s'habillaient en maillot de bain, est-ce qu'elles étaient embêtées? Est-ce qu'elles étaient... Jamais. Moi, j'étais au club des pins. Je me rappelle, il y avait que la comment on appelle, la crème. Il n'y avait que la crème. Mais jamais. Et d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de gendarmes à l'époque. Il y en avait peut-être, même pas. Il n'y avait même pas les gendarmes au bord. Il n'y avait que les, comment on appelait ça, les trucs, les pompiers, hein, donc les sauveteurs. Hein, oui, exactement, les sauveteurs. Mais le reste. Il y avait un respect, les familles, il y avait des gosses homo, les familles homo, maillot de bain, les en 2 pièces, en 1 pièce, mais jamais il y a eu il y avait un respect extraordinaire à l'époque. C'est pas, on allait partout. Mais il y avait un respect, avec ses enfants, ou les jeunes, mais jamais il y a eu. Et concernant. Oui. Il y avait quand même, il faut le dire, les gens étaient respectueux avant, Et civiques, et civilisés. Exactement. Autre chose, Omar, moi j'aime bien, les gens ils vont dire, il nous casse les pieds avec ces années, ces belles années de miel et de lait, mais c'était la belle Algérie, là. Du bon temps. Autre chose, Omar, si vous vous rappelez... On s'est régalé, maintenant on voit ça... Nous, sans argent... On est indifférents et sans âme. Nous, sans argent, on a eu de très belles années dans une belle Algérie, fraternelle. Est-ce que vous vous rappelez... Vous parlez que de ça. Et vous vous rappelez pas,
quand j'arrivais moi à Orly, le policier, le policier, il dit bon séjour. Il ne regardait même pas mon passeport. Eh oui, eh oui. Et pourtant, on allait avec 32 000, c'est tout. 32 000, oui. Mais on était un peuple respectable. Omar, est-ce que vous vous rappelez des instituteurs de l'époque, des fonctionnaires de l'époque, des juges de l'époque? Ils avaient un niveau très haut. يا حسرة يا حسرة دوك les professeurs de maths ou les professeurs de français ou les professeurs d'anglais كانوا مازال ديجا عندنا احنا كي كنا كانوا il y avait des professeurs d'anglais c'était des français professeurs de musique كانت عندنا une française au lycée المخاني كانوا يا حسرة. Vous savez Omar, je vais vous raconter quelque chose. Moi quand j'étais petit, il y avait deux juges à Batna. C'était une petite ville. Il y avait le juge Sbe'a, qui était de Constantine, et il y avait le juge Jouini, qui était de Tébessa. Vous savez, quand il marchait à pied, il n'avait pas de voiture au début. Hein. Après, Jouini, il a acheté une 404. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et vous savez, ces deux juges, ils marchaient à pied sur le trottoir. Vous savez, quand les gens les croisaient sur le trottoir, les gens descendaient du trottoir. Les gens descendent. Pourtant, le trottoir est assez large pour laisser passer le respect, parce que c'était des juges qui n'étaient pas corrompus, qui habitaient dans des logements simples. Avant, c'est un procureur, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un juge, c'était un avocat, c'était quelque chose d'extraordinaire avant. Ah oui, il y avait. Chauffe. Pour vous dire, chacun était à sa place. Exact. Chacun était à sa place. Exact. Wazir كان في بلاصتو, directeur c'était son métier, c'est كان في بلاصتو. اليوم c'est l'anarchie. عمر قلت لك باش اليوم c'est l'anarchie. Il y a personne qui est à sa place. هو البروبليم تاعنا احنا تاع الجزائر. Le jour où chacun يكون à sa place, لو كان رانا الجزائر رانا متقدمين. On pourrait rester des heures avec vous, Omar. Mais le problème, c'est que l'émission va se terminer. Je voudrais qu'on la finisse sur un point. Après, malheureusement, on devra se quitter en attendant de se retrouver. Parlez-nous du phénomène de la corruption. Est-ce qu'il existait à ce moment-là? Oh, jamais. Non, je me rappelle, il n'y avait pas de corruption. Les gens rendent des services avec grand plaisir. Ils rendent des services avec grand plaisir. Il n'y avait pas, mais quand il y avait pas de... Bon, il y avait peut-être, je me rappelle, moi, je me rappelle, il y avait, quand on faisait traiter, avant, quand ils traitaient un marché ou là, il y avait la ristourne, si vous vous rappelez. Exact. La petite commission. Alors, la ristourne a dit le président, il exigeait qu'il y ait comment on appelle ça, en fauteuil roulant ou la médical ou là. Exact. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc, la choix les cannes, c'est ça. Et c'est pas le choix, c'est une ristourne qui retourne au pays. Omar, merci infiniment. Les gens rendent des services avec grand plaisir. Omar, merci infiniment, en espérant vous retrouver bientôt et en espérant surtout que notre pays retrouve le chemin du vrai bonheur, le chemin du civisme, le chemin des valeurs humaines, le chemin de la fraternité, de la solidarité. Merci beaucoup. Salam alaikum. Azul. Khawala khair.